Bonjour Pierre Assouline. Bonjour. Alors on va parler de votre nouveau roman qui s'appelle Le Paquebot, mais qui est beaucoup plus qu'une histoire de bateau. Alors quand même, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Vous êtes le biographe d'Albert Londres, donc vous saviez ce qu'était le Georges Philippard, le bateau sur lequel Albert Londres a trouvé la mort. Mais Albert Londres n'est pas le personnage principal de ce roman. Mais dites-moi quand même quelques mots de ce Georges Philippard, de ce bateau. Alors moi au départ, ce n'était pas Albert Londres qui m'a guidé dans ce projet de roman, c'est la passion du huis clos. Et de plus en plus, j'écris des romans qui sont des huis clos à leur manière, peut-être parce que je suis claustrophobe, que ce soit Les Invités, où ça se passait entièrement dans un appartement parisien, Lutetia qui se passe entièrement dans un grand hôtel, et Sigmaringen qui se passait entièrement au château de Sigmaringen en 1944. Et donc j'ai toujours voulu raconter une croisière sur un paquebot, parce que pour moi le paquebot c'est le huis clos idéal. C'est un huis clos simplement qui se déplace, et forcément puisqu'il est sur la mer, mais c'est quand même un huis clos avec ce que ça comporte d'oppressant et en même temps d'ouvert, puisqu'on est sur le pont très souvent et face à la mer et à l'océan. Le Georges Philippard, en fait je ne l'ai pas cherché, mais je cherchais un paquebot. Je voulais raconter une croisière. Mais j'ai tout de suite abandonné les paquebots d'aujourd'hui, les croisières d'aujourd'hui, parce que c'est pas du tout ça. L'âge d'or des croisières, c'est les années 30. Donc j'ai commencé à regarder les paquebots des années 30, qui rivalisent de luxe, de beauté, de confort, de modernité. Mais très vite, je me suis arrêté en me disant, mais c'est bête, je cherche un paquebot, alors qu'il y en a un que je connais très bien, et pour cause, c'est le Georges Philippard. Donc sa croisière inaugurale a lieu au printemps 1932, et il inaugure une nouvelle ligne, Marseille-Yokohama et retour, avec des escales dans l'Indochine française de l'époque. Et en plus, ça tombait très bien parce que je trouvais que printemps 1932, c'est un moment très important où l'Europe va basculer dans quelque chose d'autre, puisque c'est le moment, les passagers l'apprennent pendant la croisière, aux élections législatives, où le Parti national-socialiste allemand, le NSDAP, va obtenir suffisamment de voix pour être placé en deuxième position. Ce qui est énorme, ce qui est un bond en avant énorme pour eux. Et ça préfigure la nomination d'Hitler comme chancelier du Reich 6 mois après. On va en parler parce que c'est une histoire très importante dans le livre, où il y a des portraits aussi magnifiques, donc je veux qu'on parle de certains personnages. Mais avant, je voudrais dire quelque chose que vous dites sur le bateau, parce que ça pose bien le décor, j'allais dire. N'empêche que le Georges Philippard n'échappait pas à la réputation attachée à tout grand paquebot bien né en croisière inaugurale. À la fois réunion mondaine, démonstration de force, villégiature intéressée, chambre d'écho, boulevard Arago, outils de promotion culturelle pour l'armateur. La compagnie avait profité de la tenue d'un congrès international de géographie au Caire pour mettre en avant sa ligne d'Égypte et du carnaval de Nice pour valoriser ses lignes méditerranéennes. Alors ce Georges Philippard, vous dites c'est un huis clos, mais c'est un huis clos large finalement. C'est un huis ouvert. Clos large, c'est un huis clos ouvert sur le monde. Et c'est un huis clos qui en effet reproduit beaucoup de relations et beaucoup de choses du monde comme il va en 1932, comme vous disiez. D'autant que c'est une société cosmopolite. Là, nous sommes en première classe. Oui. Il y a évidemment une deuxième et troisième classe, mais les premières peuvent aller où elles veulent, alors que les deuxième et troisième ne peuvent pas circuler dans un paquebot comme ils veulent. Donc les premières, pourquoi? Parce que très souvent, c'est là que ça se passe, dans la mesure où la plupart des gens qui ont fait des récits de croisière sont des gens qui étaient en première classe. C'est une société très cosmopolite. Il y a évidemment des Français, des Anglais, des Américains, des Allemands, ça va de soi, des Italiens. C'est très européen, notamment. Et ce sont des gens, une partie d'entre eux sont invités par la compagnie des messageries maritimes, l'autre ont payé leur billet, certains vont en villégiature, et le paquebot est une villégiature en soi, la croisière est une villégiature, d'autres en profitent pour emmener leur famille voir leur filiale, leur bureau à Hanoï, à Saigon, à Shanghai, faire un peu le point de leurs affaires.
Mais alors, il y a ce narrateur, qui est un personnage qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Jacques-Marie Boer. Il est assez mystérieux. On apprend vers la fin ce qu'il est vraiment venu faire sur ce bateau, mais on ne le dira pas évidemment. Et il est donc libraire bibliophile, libraire de livres anciens, collectionneur. Est-ce qu'il est juif, ce Jacques-Marie Boer? Il ne le dit jamais, mais on ne le sait pas. On ne sait pas, mais c'est un nom assez alsacien, de consonance. D'ailleurs, je me suis rendu compte que même aussi dans Lutetia, mon narrateur était assez alsacien, puisqu'il s'appelle Kieffer. Et c'est une ambiguïté, parce que ce sont des noms comme Klein et d'autres qui sont d'origine allemande et qui peuvent être aussi bien protestants, juifs ou catholiques. Là, lui, je dois vous avouer que même s'il n'en fait pas la démonstration, pour moi, il l'était en partie parce qu'il m'a été en partie inspiré, hein, c'est toujours des amalgames, personnages de romans, par un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Pierre Bérès, et qui était un grand, peut-être le plus grand collectionneur de bibliophilie à Paris, et qui était aussi éditeur, édition Hermann, et qui était un homme d'un charme extraordinaire, qui est mort il y a quelques années, d'un charme extraordinaire, et qui avait un passé assez trouble. Assez trouble, c'est moi qu'on puisse dire. Et moi, quand je posais des questions là-dessus, en bavardant, il souriait, et ça ne faisait que épaissir son mystère. Et donc, voilà, ce personnage il allait à Fort-de-Francfort chaque année, je le retrouvais dans l'avion, il s'enveloppait dans un grand châle en cachemire bleu. Ah, il m'est resté. Il m'est resté, et il y a un peu de ça. Et Pierre Bérès, qui était né à Stockholm au début du siècle, on a beaucoup dit qu'il était d'origine juive. Mais comme sous l'occupation, il avait eu un rôle un peu trouble sur le marché de l'art, on n'a jamais su très bien ce qui s'était passé avec lui. Jean-Marie Boer, on ne sait pas, Jacques-Marie Boer, on ne sait pas vraiment, mais on sait quand même qu'il s'intéresse beaucoup à ce qui est en train d'arriver à l'Europe, à l'histoire de l'Europe, puisque c'est lui qui construit une sorte de disputatio qui a lieu tous les jours, où les gens s'échangent. Et il y a évidemment un Allemand qui s'appelle Rainer Reiter, et qui est assez pro-nazi, enfin pas assez, totalement pro-nazi. Oui, enfin, ils sont deux Allemands assez typiques. Ce ne sont pas des militants, hein, mais ce sont des industriels de la Ruhr, très riches, très puissants. Ils font partie de ces gens qui ont soutenu les nazis dès le départ, financièrement, et par leur réseau d'influence, sans être nazis eux-mêmes spécialement, mais disant Hitler, il faut vous calmer un peu avec Hitler. Il dit ça aux Français et aux autres, parce que c'est celui qui va ramener l'ordre et la paix, qui ont un peu disparu sous la République de Weimar. Et en ramenant l'ordre et la paix, l'économie va repartir comme il faut, ce qui est bon pour toute l'Allemagne. Et on lui dit, oui, mais enfin, regardez, les exactions des SA depuis 3 ou 4 ans, ils sont les maîtres des rues à Berlin, à Dresde ou ailleurs. Il dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, on saura le calmer. Oui, c'est un hystérique, oui, c'est un excité et un démagogue, mais on saura le calmer. En quoi, évidemment, il s'est largement trompé, à supposer que c'était vraiment leur volonté. Mais ça, bon, c'est un personnage imaginaire, mais c'est très documenté, parce que ces personnages-là, tous ces personnages, soit ils ont existé, soit ils ont existé sous d'autres noms. Mais ils sont évidemment vraisemblables. Bon, le paquebot a des problèmes techniques qui vont lui coûter la vie, si je puis dire, puisque ça va finir par un incendie et un naufrage. Le principal problème technique, c'est le tableau électrique. Il y a des courts-circuits tout le temps. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des petits cailloux de petits poussés tout au long du livre sur ces problèmes. Ça commence très vite, il y a un court-circuit, une lampe qui pète, et petit à petit, on sent que les problèmes de sécurité sont de plus en plus problématiques. Et oui, mais donc c'est aussi la métaphore de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que progressivement, l'Europe est en train d'arriver à un court-circuit. Je n'ai pas fait exprès, mais ça m'est venu comme ça. Et il y a une double inquiétude. Et mon narrateur, Jacques-Marie Boer, est un homme qui est doublement inquiet. Il est inquiet pour la sécurité du paquebot, parce qu'il s'y est intéressé très vite, et il sait que dès le départ du Havre, pour aller du Havre à Marseille, le tableau électrique a posé des problèmes. Alors ils ont réparé, évidemment, mais il posait toujours des problèmes. Et en même temps, il est très inquiet pour l'Europe, parce que c'est un homme qui non seulement est un Européen convaincu, mais l'Allemagne est un peu sa seconde patrie.
sa patrie intellectuelle, en quelque D'ailleurs, sorte. qu'est-ce qu'il lit à bord? Il lit un livre de Thomas Mann, prix Très Nobel de critiqué par certains littérature, des Allemands à bord, Thomas qui est Mann. critiqué, bien sûr, parce que, et en même temps, Thomas Mann, c'est un homme de droite et un conservateur, mais il est anti-nazi, bien sûr, et toute sa famille avec lui. Heinrich Mann, son frère, et puis ses enfants. Justement, on dit qu'il a des enfants dégénérés. Oui, bah, forcément, forcément dégénéré. Il lit donc La montagne magique. Parce que, dit-il, c'est idéal sur une croisière, puisque, en fait, une croisière, c'est une montagne magique qui se déplace sur l'eau. Il y a quelque chose de commun entre le Grand Hôtel à Davos et puis ce paquebot Georges Philippard, même dans les passagers. La guerre n'est pas loin. C'était la guerre de 14 pour la montagne magique. Là, c'est la guerre de 40 qui se profile déjà, même si on ne va pas faire de prospective ni rien, ni d'anachronisme. Ça, j'ai une spectre de l'anachronisme, je le repousse dès demain, qu'on ne trouve pas, même des vêtements, parce que je décris souvent les vêtements des femmes, les souliers, dans tous les détails. J'ai compulsé tous les magazines de mode pour être sûr que ça corresponde bien à la mode du début des années 30 et pas à une autre. C'est important, parce que si un lecteur vous écrit en vous disant ça, c'est pas possible, ça discrédite l'ensemble. Alors il y a aussi un personnage qui m'amuse beaucoup, que Boer surnomme le docteur Ktock, qui s'appelle Hercule Martin. En fait, il est assureur, mais il a un avis médical sur tout ce qui se passe Oui, à bord. il a la passion de la médecine, alors qu'il est président d'une grande compagnie d'assurance. Il s'appelle Hercule, c'est un petit bonhomme qui doit peser 50 kilos et être petit. Quand le narrateur lui dit « j'ai du mal à vous appeler Hercule », il répond « vous inquiétez pas, ma femme aussi », parce que effectivement, et donc il le surnomme Knock, comme le docteur Knock de la pièce de Jules Romain, qui à l'époque fait un carton à Paris, parce que justement, ce type se passionne, c'est un médecin raté en fait, il aurait voulu être médecin, et il passe son temps à prescrire des médicaments à tout le monde, à faire des diagnostics dès que quelqu'un a un rhume. Y compris à dire à une femme que c'est les effets de la ménopause qu'il ne se fait pas vraiment. Oui, pour tout ça, j'ai dû retrouver les médicaments de l'époque, parce qu'il y a plein de réclames, heureusement, dans les journaux là-dessus, et pour pas qu'il administre des médicaments qui n'existaient pas, tout de même, et des remèdes qui n'existaient pas. Mais non, sur une croisière, on s'amuse. On peut faire. Au début, la croisière s'amuse, et à la fin, elle s'amuse plus du tout. D'abord parce que le ton est monté entre les gens, et quand le ton monte entre des gens qui doivent passer 3-4 mois ensemble, parce que c'est long, hein, il y a une espèce de parallèle entre, comme vous dites, le ton qui monte et le fait qu'on va vers le naufrage. Voilà. C'est ces deux inquiétudes parallèles. Sur l'Europe, j'en ai profité, à part tous les arguments qui sont échangés entre les gens et qui sont totalement contemporains de 1932, pour rendre hommage aussi à ce qu'on n'appelait pas à l'époque des lanceurs d'alerte, mais tout simplement des Cassandres, comme il y en a depuis l'Antiquité, parce que sur le nazisme... Mais Boer, c'est une Cassandre. Boer oui, c'est Cassandre à sa manière, bien sûr, mais il y en a deux auxquels je rends hommage toujours. C'est André Suarez, qui est un écrivain qui est peu connu aujourd'hui, mais qui était important à l'époque, qui a beaucoup publié, et qui n'a pas cessé, depuis le début des années 30, de dire aux Français, dans toutes les tribunes qu'il avait, dans la revue des Deux Mondes, dans la NRF ou ailleurs, attention, il y a quelque chose qui est en train de monter en Allemagne, c'est la barbarie qui s'annonce. Et il prévient de tout ce qui va se passer. Et le deuxième, l'autre, c'est Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, qui est jeune à l'époque, et qui, lui, a été voir Stefan Zweig en lui disant « mais engagez-vous avec nous, parce que vous êtes quand même très très connu, tout le monde vous lit, et Zweig ne veut pas, il préfère rester en retrait ». Et Klaus Mann prend des risques énormes en Allemagne, dès le début des années 30, pour avertir tout le monde en disant « faites attention, ne jouez pas avec les nazis, ce sont des gens dangereux. Ils amèneront la barbarie en Allemagne. » Et bon, ils ont été rares et peu écoutés, les Cassandres. Alors, je ne veux pas qu'on se sépare sans parler d'un couple. L'homme qui est très antipathique et la femme qui est quand même la part sentimentale de ce livre. Donc, Georges Maudet de la Cour et sa femme Anaïs, dont finalement Boer tombe amoureux. Oui, et réciproquement. Oui. Parce que si c'est à sens unique, ça n'a pas d'intérêt, ça ne peut pas marcher. Et réciproquement, bon, c'est un coup de foudre, hein, et très naturel à table, puisque les gens se rencontrent 3 fois par jour à table sur une croisière. Et
Ben, Bauer a pour elle tout ce que son propre mari n'a pas. C'est à la fois la culture, la finesse, la délicatesse et tout ça. Je ne dis pas que c'était indispensable, mais ça me paraissait naturel. Ah si, c'est quand même... Mais pour moi, c'est indispensable quand je dis roman. Mais en même temps, le roman aurait pu exister sans ça. Mais c'est important pour moi parce que ça fait partie de la vie. Et que sur une croisière, ben, c'est la vie. C'est la comédie humaine, en très restreinte, bien sûr. Restreinte, pas seulement, évidemment, un petit peu aux cabines et toutes les pièces communes, mais surtout aux ponts promenades où les gens passent leur temps à marcher. Tout et ils se promettent de se revoir, mais on ne sait pas ce qui va se passer après le naufrage. C'est une autre histoire. On sait que Bauer survit, puisque c'est lui, survit, elle aussi. C'est lui qui raconte... Il y aura une quarantaine de morts sur 750 passagers. Dont Albert Londres. Dont Albert Londres, qui ne savait pas nager. Soit il a plongé pour fuir les flammes et il s'est noyé, soit il était prisonnier dans sa cabine et il est mort brûlé. On ne sait pas, on sait qu'il est mort. Une quarantaine de morts, c'est relativement peu quand on pense au Titanic. Oui. Et le Titanic, c'était 20 ans auparavant. 20 ans, c'est rien. Donc tout le monde avait le Titanic en mémoire, et même certaines dames avaient en mémoire l'incendie du bazar de la Charité. C'est pour vous dire comment les catastrophes sont prégnantes dans la mémoire des gens. Et à l'époque, c'était important. Quarantaine de morts, bon, mais c'est surtout la mort d'Albert Londres qui a fait que cet incendie et ce naufrage ont fait la une de tous les journaux pendant 8 jours. Et on a parlé de complot contre lui. Oui, que c'était dirigé contre lui alors oui, que... pour tuer Albert Londres... Le paquebot ne montre pas ça. Le paquebot, votre livre, montre qu'il y a des avaries qui se succèdent et ça va... Il y avait déjà du complotisme à l'époque. On était déjà un peu complotistes et un peu paranoïaques là-dessus. Ça s'est aggravé. Ça ne s'est pas arrangé depuis. Mais enfin bon, si des gens voulaient tuer Albert Londres, c'est sûr, mais pour le tuer, il suffisait comme il bravait le couvre-feu tous les soirs à Shanghai pendant 1 mois pour faire son enquête, une balle dans la tête au coin d'une rue, et il n'y aurait même pas eu d'enquête. On ne va pas faire couler tout un paquebot en espérant qu'il serait parmi les morts. Je voudrais qu'on termine sur Jacques-Marie Bauer parce qu'il me plaît beaucoup et j'aime bien sa mélancolie. Et il dit cette phrase que je trouve magnifique: « Personne ne m'avait appris à laisser partir les morts qu'on a en soi. » Oui, parce qu'on s'alourdit de ce fardeau. Il a 2 fardeaux en lui. Il aime l'Europe, mais l'Europe a trop d'histoire, a eu trop d'histoire, les Balkans notamment. Il en est très conscient. Et d'autre part, le fardeau des morts, des gens qu'on a aimés, qu'on ne peut pas oublier, et pour cause. Pourquoi les oublierait-on? Mais en les gardant en soi, ça alourdit le fardeau parfois, et parfois les épaules sont un peu lourdes. On envie ceux qui n'ont pas le souci des morts. Vous savez, bon, il y a ce très beau titre d'Emmanuel Berle, « Présence des morts ». Hein. Ben, la présence des morts, parfois, elle est difficile. Pour terminer, parlons de ce qui ouvre ce livre, c'est-à-dire cette phrase magnifique de l'éducation sentimentale sur la mélancolie des paquebots. Oui, vous savez, c'est très important, vous savez bien, parce que vous avez écrit beaucoup de livres, la phrase qu'on met non pas en exergue, mais en épigraphe, oui. Elle est fondamentale parce qu'elle rayonne après sur le livre. Et voilà, tout le monde commence par ça, forcément. Et là, c'est Flaubert, donc. Ce que j'ai aimé dans ce passage, c'est la mélancolie des paquebots. Mais oui, c'est magnifique. C'est presque, j'aurais voulu faire un titre avec ça peut-être, mais je n'ai pas osé. La mélancolie des paquebots. Parce que moi quand je vois dans un port un paquebot qui s'en va, ça me rend mélancolique et en même temps joyeux parce que j'imagine toutes les aventures. Et quand on lit cette phrase, on sait qu'on va aimer ce livre. Merci Pierre Assouline pour cette mélancolie des paquebots. Merci beaucoup.